Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle série qui va faire beaucoup de bruit, The Winter King, qui arrive cette semaine en France sur OCS. Cette série, dont j'ai pu voir les 5 premiers épisodes, a été fortement promue comme le nouveau Game of Thrones par la MGM qui l'a produit et surtout par la presse. Depuis la fin de Game of Thrones, on a droit chaque année à une nouvelle annonce de série qui se veut être la digne héritière de la série basée sur les romans de J.R.R. Martin. Mais malheureusement, ou pas, chacune de ces séries n'a pas retrouvé le succès ni l'engouement des fans qu'avait suscité la quête pour le trône de fer. Qu'en sera-t-il pour celle-ci? Faut-il vraiment regarder Winter King en espérant retrouver l'expérience épique de Westeros? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Sans spoiler la série, nous allons examiner de près l'intrigue, les personnages, les effets visuels et tout ce qui fait de Winter King une série à ne pas manquer. Est-ce que cette série parvient à capturer la même magie que Game of Thrones ou est-ce simplement un prétendant au trône? Ou alors est-ce simplement un coup marketing pour attirer les fans de fantasy épique? Restez avec nous jusqu'au bout de la vidéo pour le découvrir. Et n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Allez-vous regarder Winter King? Qu'en pensez-vous? Faut-il vraiment lui laisser une chance? Et bien sûr, abonnez-vous pour récompenser le travail fourni et ne manquez aucune des prochaines analyses de séries ou de films sur la chaîne. C'est parti pour une aventure épique dans l'univers glacial de Winter King. Préparez-vous à découvrir s'il mérite vraiment le titre convoité de successeur à Game of Thrones. It's easy to divide a country. The hard task is putting it back together. Avant de nous plonger dans les détails, laissez-moi vous donner un aperçu rapide de cette série. L'histoire se déroule au 5e siècle dans l'Angleterre post-romaine, une époque de chaos et d'intrigues politiques. La série commence alors que le jeune Arthur Pendragon, fils bâtard du grand Uther, dépose le corps sans vie de son frère Mordred qui a été tué lors d'une énième bataille contre le peuple germanique des Saxons. Fou de douleur d'avoir perdu son unique fils légitime, il s'en prend violemment à son bâtard, Arthur, lui rappelle que sa mère est une prostituée, le bat avec une violence extrême et le chasse de la Dumnonais, leur royaume. Sur son chemin pour l'exil, Arthur sauve un jeune garçon d'une mort horrible et le conduit auprès de Merlin qui le soigne. La série se poursuit 8 ans plus tard alors que le jeune homme rebaptisé Derfel attend avec impatience le retour de son sauveur. Exilé en Gaule, quant à lui, Arthur est devenu un combattant exceptionnel et respecté. C'est là que le druide Merlin, qui est connecté aux dieux et n'a jamais craint la rage du roi, le retrouve et le convainc de revenir chez lui pour unir les chefs des tribus guerrières, mesquins et avides qui se battent pour plus de terre et de pouvoir, et leur permettre ainsi de vaincre les Saxons. La série nous présente donc un Arthur brave, sage, réfléchi, fin stratège, excellent orateur et très charismatique. Une perspective unique sur la légende arthurienne en présentant Arthur non pas comme un magicien ou un chevalier parfait, mais comme un chef de guerre habile et charismatique, luttant pour unifier les royaumes britanniques sous un seul drapeau et repousser les envahisseurs saxons. L'intrigue de la série va se concentrer sur les efforts d'Arthur pour unifier les tribus britanniques tout en jonglant avec les trahisons internes et les luttes de pouvoir. Le thème de l'héroïsme, de l'amitié, de la loyauté, de la vengeance et du sacrifice sont au cœur de ce récit. The Winter King nous emmène donc dans une nouvelle réécriture de la légende du roi Arthur et de la Table Ronde, mythe fondateur de l'Angleterre. Il s'agit là encore d'une adaptation de roman, de Bernard Cornwell, sorti en 1995. Une trilogie qui nous dépeint une version presque historique de ce qu'aurait pu être le récit du roi Arthur. Une histoire que l'on pourrait qualifier de médiévale fantastique, ce qui serait une erreur car l'histoire se déroule au 5e siècle, donc avant le début du Moyen-Âge stricto sensus, mais surtout dans lequel le fantastique n'est que très limité. The Winter King se débarque par son réalisme historique, sa violence brutale et ses intrigues politiques complexes. Cornwell crée un monde crédible et immersif où les personnages sont façonnés par les circonstances impitoyables de leur époque. En cela, The Winter King se distingue donc beaucoup de Game of Thrones, avec ses zombies, ses dragons et sa magie. On n'est pas non plus dans un récit où différents royaumes se livrent à des batailles épiques, mais plutôt une histoire faite d'intrigues politiques aussi tranchantes que l'acier. Les thèmes de la loyauté, de la trahison ou de la destinée sont bien sûr au centre de cette série dans lequel le courage, la vengeance et le mensonge tissent l'intrigue, promettant une aventure captivante et immersive. Cette nouvelle série tente de se placer de façon bien plus exacte dans l'histoire, tentant presque de faire de cette légende une vérité historique. Le contexte historique du roi de l'hiver se passe donc au 5e siècle pendant les premières invasions saxonnes de l'île de Bretagne. On se trouve assez proche de la chute de l'Empire romain d'Occident, et dans la série, l'île de Bretagne a déjà été abandonnée par les Romains, s'étant retirés de leurs territoires les plus éloignés, laissant donc le champ libre au peuple dit barbare pour envahir et piller les royaumes laissés sans défense. On y découvre notamment de beaux vestiges romains dans lesquels sont parfois installés des seigneurs ou chefs de clan dans la série. Concernant l'architecture, j'ai aussi été très agréablement étonné de ne pas voir de grandes forteresses de pierre ou des châteaux médiévaux, mais bel et bien de frêles constructions de bois, parfois recouvertes d'une sorte de mortier, quelque chose de vraiment cohérent avec la période historique. Car, malheureusement, dans énormément de films ou de séries sur la Table Ronde et le roi Arthur, ce n'était pas le cas. On nous place trop souvent dans un environnement moyenâgeux, comme dans Camelot, série que j'adore pourtant, mais pas vraiment pour son exactitude historique.
La forteresse de Pendragon est par exemple une sorte d'ancienne carrière perchée en haut d'une colline, dans laquelle les salles ont été creusées à même la pierre et aménagées de structures en bois. On n'y voit par exemple pas de grande table pour les repas, mais plutôt un âtre géant au milieu de la pièce autour duquel sont rassemblés les convives. La seule table sert surtout dans la salle des cartes, pièce centrale de la forteresse où les seigneurs discutent stratégie ou économie. Donc un très bon point pour ce qui est de l'exactitude historique de cette nouvelle série. Mais bien sûr, comme toujours ces dernières années, l'exactitude historique laisse aussi la place à la politique. Vous remarquerez par exemple très vite un casting très inclusif. Le plus marquant sera bien sûr le fait que Merlin est noir. Mais comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises dans d'autres vidéos, on le sait et on doit s'y faire. De plus, dans The Winter King, la chose est plus ou moins expliquée par l'esclavage mis en place par l'Empire romain, qui aura contribué à déplacer des individus de très nombreux horizons dans tout l'Empire. Autre héritage de l'Empire romain, on retrouve également les prémices de la présence chrétienne en Bretagne, avec quelques prêtres ou évêques, ainsi que divers personnages convertis à cette nouvelle religion, bien que la majorité reste très attachée à leur rite païen polythéiste. Les personnages prient les anciens dieux celtes, et les druides comme Merlin sont vénérés pour leurs dons et leurs liens avec les dieux. Toutefois, là où la série réussit à rester proche du réel tout en respectant le côté fantastique du mythe arthurien, c'est qu'elle exploite les croyances des personnages plus que des effets visuels impressionnants ou autres. Il sera peut-être difficile pour certains spectateurs de ne pas retrouver un Merlin l'Enchanteur, puissant et redouté pour ses tours, mais simplement un homme sage et visionnaire, au charisme sans conteste. En cela, c'est peut-être même plus intéressant dans cette série, car tout passe par le jeu des acteurs plutôt que par la facilité d'effets visuels grandioses. The Winter King est donc une série qui se veut très réaliste et exacte historiquement parlant. Plus qu'un récit épique de fantasy, elle veut nous raconter une légende qui aurait pu arriver, et qui pourrait réellement faire partie de l'histoire. Mais comme la production a elle-même voulu se comparer à la série ultime, prenons un peu le temps de les comparer à travers 3 grands points. Les intrigues politiques, les personnages et les effets visuels. Pour commencer, celui sur lequel les deux séries peuvent être comparées, c'est sur celui des intrigues politiques, des trahisons, des vengeances ou encore de la destinée. The Winter King met en place des royaumes en conflit entre eux, en plus d'être sous la menace des invasions barbares, laissant donc la charge à Arthur de remettre tout ça en ordre pour assurer la survie de son peuple. Il doit donc jongler entre les intérêts particuliers de ses amis comme de ses ennemis, ainsi que celui de tout un peuple. De plus, l'une des forces de Game of Thrones résidait dans ses personnages profonds et nuancés. Chacun avait ses propres motivations, ses faiblesses et ses moments de grandeur. Dans Winter King, le casting est plutôt inégal, entre des acteurs reconnus et de grands talents, ou d'autres moins expérimentés. Toutefois, le noyau dur du casting semble plutôt solide pour le moment, et Ian de Kesteker donne vie à un Arthur très noble et charismatique. Cet acteur, que les fans de Marvel auront découvert dans le rôle du Dr. Fitz, l'un des meilleurs personnages de la série Les Agents du Shield, incarne ici un futur roi vraiment convaincant. Toutefois, il est pour le moment certain que les personnages de Winter King sont loin d'être aussi mémorables et bien écrits que ceux de George Martin. Visuellement ensuite, on remarque à chaque minute le soin apporté à la série The Winter King. Les décors et costumes sont vraiment très réalistes et évocateurs, de même que la lumière ou la colorimétrie de l'image qui sont vraiment propres et soignés, rendant la série très identifiable. Game of Thrones avait mis la barre très haut en matière de production télévisuelle avec sa réalisation cinématographique et ses effets spéciaux époustouflants. Mais comme je l'ai déjà dit plus tôt, cette série n'est pas du tout partie dans la même direction de ce côté-là. Ici, pas d'effets spéciaux pour nous montrer une quelconque magie ou autre, mais juste des effets de montage afin de décrire des visions, des intuitions ou des perceptions mystiques que pourraient avoir les personnages. On n'est donc pas du tout sur une série proche de ce que pouvait être Game of Thrones. Certes, le côté médiéval ou ancien est présent, de même que les intrigues politiques qui sont au centre du récit. Mais cette série n'est pas arrangée dans la catégorie de la fantasy, mais à peine du fantastique pour son côté un peu mystique. Et on est heureusement très loin de la version Netflix de la légende de la Dame du Lac et d'Excalibur. Cursed, sorti en 2020, promu comme une version sombre et fantastique de l'histoire, qui avait été comparée à Game of Thrones en raison de ses éléments de fantasy et de ses combats épiques, mais qui était surtout très mauvaise. Beaucoup de séries, et pas seulement The Winter King, se sont présentées comme les successeurs de Game of Thrones avant ou après leur sortie. Ce qui est normal, après le succès phénoménal de la série basée sur les livres de George R.R. Martin, de nombreuses productions ont tenté de recréer la magie de Westeros. Certaines ont réussi et beaucoup d'autres ont échoué. Cette étiquette est souvent utilisée pour attirer l'attention des fans de Game of Thrones et capitaliser sur le succès de cette série emblématique. Ces séries ont toutes tenté de capturer l'essence de Game of Thrones d'une manière ou d'une autre, mais sans jamais réussir à devenir aussi culte et incontournable que le chant de la glace et du feu. Et il en sera de même pour la série Winter King. Certes, la série démarre très bien et promet de se hisser sur le haut du podium, je pense, mais elle serait bien plus proche de ce que pouvait être Vikings ou encore The Last Kingdom, basée elle aussi sur des romans de Bernard Cornwell. Deux séries là aussi souvent comparées à Game of Thrones en raison de leur mélange d'intrigues politiques, de combats épiques et de personnages bien développés. Ici, The Winter King nous plonge donc dans une période différente de l'histoire de l'Angleterre. Une période qui restait encore très vague pour beaucoup, car très peu exploitée de cette façon plutôt réaliste dans la pop culture.
Avant de conclure cette analyse, je souhaiterais faire un petit détour par le mythe arthurien et les nombreux récits qui le composent. Ce passage de la vidéo pourrait donc involontairement contenir des spoilers de l'histoire pour ceux n'étant pas encore familiers avec ces légendes. Des spoilers non pas de la série à proprement parler, mais presque des théories basées sur ce qu'il me reste de connaissances sur la quête du Graal et compagnie depuis certaines de mes lectures. J'aimerais commencer par le nom de Mordred, très vite abordé dans la série et qui ne m'est évidemment pas inconnu, puisque dans les récits de Chrétien de Troyes et autres, il est présenté comme le fils bâtard du roi Arthur, parfois même né d'un inceste avec sa sœur et sorcière Morgane. Et il est surtout décrit comme l'ennemi mortel d'Arthur, il est même très souvent celui qui va provoquer la mort du roi qui sera ensuite conduit mourant à Avalon. Un lieu presque toujours considéré comme magique, à la limite du monde des vivants et des morts, et empli de mystères. Il serait presque une sorte de Valhalla pour les Vikings ou de Panthéon pour les Grecs. Mais dans cette série, il s'agit d'un lieu bien réel. Concernant le personnage principal des livres dont est adaptée la série, Derfel est un jeune homme d'origine saxonne, sauvé par le jeune roi Arthur en route pour son exil et élevé par Merlin auprès de Nimue. Et selon moi, il pourrait très bien rechanger de nom avant la fin de la série pour adopter celui de Galahad ou de Lancelot, devenant ainsi le premier des chevaliers d'Arthur, le remplaçant même un temps à la table ronde. Et comme vous le savez tous, secrètement amoureux de la reine Guenièvre. Ce qui me fait penser que Derfel pourrait devenir le chevalier blanc, c'est principalement son admiration pour Arthur et leur proximité, mais surtout à cause de son lien très puissant avec le personnage de Nimue, qui n'est autre que la future Dame du Lac, elle aussi connue sous un autre nom dans la légende arthurienne, Viviane. Il est dit dans presque toutes les versions de la légende que Lancelot a été plus ou moins élevé par la Dame du Lac et que tous deux étaient très proches. Nimue est donc une puissante druidesse dont le rôle aura notamment été de guider Arthur et de lui confier Excalibur. Pour ce qui est de cette épée légendaire et parfois magique du roi Arthur, c'est sûrement l'élément le plus présent dans la pop culture quand on en vient à parler de cette histoire. L'épée des héros, ou l'épée des rois, qui aura permis à Arthur de repousser tous ses ennemis et d'unifier l'Angleterre sous sa bannière. Mais dans The Winter King, plutôt que de nous présenter une arme superbe couverte d'or ou qui balance des éclairs tel un sabre laser, ici c'est une simple épée de fer avec une garde de cuivre verdie par la corrosion, mais au pommeau tout de même très bien ouvragé, mais sans être ni trop tapageuse ni trop impressionnante. Arthur pourrait même en être moqué tant elle paraît banale. Et bien évidemment, comment parler du mythe arthurien sans parler du Saint Graal, cet artefact au pouvoir divin qui est au centre de toutes les versions de la légende du roi Arthur et de sa table ronde. Un objet à l'origine issu des croyances païennes avant d'être repris par la chrétienté pour en faire le réceptacle du sang du Christ, qui fut donc recherché par Arthur, Lancelot et tous ses chevaliers pendant des décennies, avant de finalement être trouvé bien après la mort du roi par Perceval. Pour le moment, le Graal n'a pas été mentionné dans les 5 épisodes de la série que j'ai pu voir, mais il ne fait aucun doute que cette partie de l'histoire sera pour plus tard. Il est pour le moment question de faire d'Arthur le roi de tous les royaumes de Bretagne. Alors, faut-il regarder The Winter King en espérant retrouver l'expérience inoubliable de Game of Thrones? Pas vraiment. Mais cette série mérite-t-elle le détour? Assurément. Et puis, pourquoi faudrait-il comparer ces deux séries? The Winter King repose sur un mythe très populaire et adapte une série de romans vendus à des millions d'exemplaires. Cette série se suffit donc à elle-même avec son ambiance sombre et violente et une bonne dose d'épique qui, j'en suis sûr, ne va pas tarder à se montrer. Les fans de séries historiques comme The Last Kingdom, Britannia, Vikings ou encore Barbares seront ravis de replonger dans le passé, et en plus dans une époque qui a très peu été explorée. De plus, son récit foncièrement politique ravira les fans du genre également. En cela, The Winter King serait peut-être plus proche de House of the Dragon, sans les dragons bien sûr. Et tout bon fan du roi Arthur trouvera lui aussi son compte avec cette série. En conséquent, j'ai vraiment hâte de redécouvrir ces épisodes sur OCS dès la semaine prochaine, et surtout d'en découvrir la suite. Qu'en est-il de votre côté? Et dites-moi également si ça vous dirait que j'en fasse quelques analyses régulières sur la chaîne, comme j'avais pu le faire pour d'autres séries. J'étais passé à des analyses de saison complètes ces derniers temps, ne pouvant pas toujours être au rendez-vous de chaque sortie chaque semaine. Mais je suis prêt à m'y remettre si ça vous dit. Voilà, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite sur Anakaland. Bye.